on parlait un peu de survol de fonctionnalités. C'est vrai que Joomla 4 est sorti quand même, ça fait déjà quelques mois, puisque c'est sorti au mois d'août dernier. Je voulais pas revenir en fait sur des fonctionnalités de base, mais plutôt vous montrer en fait peut-être des choses que vous n'avez probablement en fait pas eu conscience quand vous avez ouvert le Joomla 4, puisque le Joomla 4 en fait c'est un nouveau monde de possibilités, et on va commencer tout simplement par le téléchargement. Oui, ça paraît bête, mais le téléchargement aujourd'hui et l'installation vous sont proposés de façon officielle sur download.joomla.org, mais au niveau de l'association, on propose aussi le pack francophone. Le pack francophone, en fait, c'est le travail en fait que fait Mia ici présent, qui permet en fait d'assembler les fichiers de langue français qui sont suivis régulièrement et de les associer en fait au pack afin de pouvoir faciliter l'installation. On a d'autres possibilités de téléchargement. On a aussi un fichier qui s'appelle getJoomla qui permet en fait d'installer Joomla en quelques secondes, puisqu'il va récupérer en fait le fichier provenant de GitHub, et il fait la procédure de décompression de façon automatique. C'est quand même intéressant. L'autre chose qui est intéressante et qu'on va pouvoir voir aujourd'hui, c'est Docker, puisque Christophe en fait va présenter l'installation en combien, un centième de seconde de Joomla, 3 secondes, allez. Donc on a vraiment de nombreuses possibilités d'installation. Et en fait, là, c'est pour vous amener en fait à vous présenter les différentes sessions qui aura lieu en fait pendant ces 2 jours. C'est pour ça que je vous parle de l'installation. Je parle aussi de cPanel ou de gestionnaire, puisque les fournisseurs, enfin les hébergeurs, proposent aussi des installations. Mais entre nous, vaut mieux télécharger officiel plutôt que de télécharger les versions d'hébergeurs. Mais ça, je pense que tout le monde le sait. La procédure d'installation de Joomla 4 est vraiment simplifiée aujourd'hui, puisqu'il suffit que 3 étapes pour pouvoir installer Joomla. C'est-à-dire qu'on fait le choix de la langue de l'installation, on donne les informations de connexion, ensuite on configure la base de données, et c'est tout. Enfin, c'est tout. Sur la version officielle, il faut encore installer le pack de langue français. L'avantage en fait sur Joomla FR, c'est que les fichiers de langue sont inclus. Donc vous voyez que ce n'est pas un travail inutile, et que le fait qu'on continue à maintenir ce pack en plus de la version officielle, de gagner un peu de temps. Vous avez aussi la migration qui est aussi un moyen d'arriver à Joomla 4. Il faut savoir que toute la procédure de migration se trouve dans Joomla 3.10, puisque vous avez en fait un outil de vérification qui va permettre d'analyser les différentes extensions installées sur Joomla, et vous donner en fait les possibilités de migrer ou pas. Durant aujourd'hui ou demain, je ne sais plus, je crois qu'il y a une explication sur la migration. C'est aujourd'hui ? Oui, donc qui va vous permettre en fait de voir en fait toutes ces étapes, ainsi que l'utilisation d'extensions tierces qui vont vous permettre d'accompagner, de faciliter la migration. Donc vous voyez en fait aujourd'hui, on a tous les outils pour passer à Joomla 4. C'est merveilleux, non ? Une fois que c'est installé, on obtient en fait l'interface d'administration. L'interface d'administration, vous remarquerez en fait que vous avez un bouton d'authentification, de Web Authentication. C'est la procédure en fait qui vous permet de pouvoir vous connecter sans mot de passe. J'y reviendrai un peu plus tard. Vous avez aussi des liens d'aide et de support qui sont complètement personnalisables. Et vous avez aussi un tableau de bord personnalisé par module.
Ce qui est intéressant, c'est que ce tableau de bord, hello, on applaudit bien fort. Merci. Donc en fait, la personnalisation du tableau de bord par module vous permet en fait vraiment de personnaliser Joomla, mais à un point qui était jusqu'alors pas possible avec la version Joomla 3. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre des modules aussi bien sur le tableau de bord, mais aussi dans les composants, puisque les composants peuvent être personnalisés par des modules. On verra en fait une représentation juste après. L'interface back-end est toujours en fait vous avez dans l'interface back-end, vous avez une option qui est l'installation des fichiers d'exemple. Il faut savoir que par rapport à la version 3, les fichiers d'exemple sont maintenant inscrits dans l'interface et non plus dans l'installation. C'est pour vous permettre en fait justement d'avoir d'autres exemples que ceux qui sont installés par défaut et de pouvoir continuer à tout moment d'installer des exemples. Et je pense que dans le futur, il y aura d'autres choix possibles, puisque là en fait, ça fait même pas un an que Joomla 4 est sorti, donc je pense que les concepteurs de templates notamment proposeront des agencements en fait différents de la version de base. Quand je vous disais que les personnalisations d'extensions étaient possibles, voici un exemple en fait de bord en fait d'un composant d'élection. C'est un composant qui permet de faire des votes pour des associations. On peut aujourd'hui en fait installer des modules, par exemple des graphiques, qui permettent de faire des estimations. Donc là, je me suis servi en fait d'un petit script qui permet en fait de faire de jolis graphiques et de les ajouter directement dans le composant. Il faut savoir en fait que le développeur propose des positions de modules directement dans chaque composant. Ce qui fait que quand vous créez un module, par exemple, personnalisé, vous pouvez choisir l'extension et le faire directement. Hello. Hello everybody. Eh ouais, on applaudit aussi. Pour les retardataires, bienvenue. Donc, je disais en fait que les modules sont personnalisables dans le sens où vous pouvez les faire apparaître, mais aussi on peut tout à fait les faire disparaître avec le petit bouton de propriété qui se trouve en haut à droite. C'est pour vous dire que l'interface, en fait, on peut vraiment tout changer, puisque les couleurs sont personnalisables, les emplacements sont personnalisables. Aujourd'hui, on pourrait avoir des Joomla différents d'un site à l'autre, aussi bien en front qu'en back-end. Et ça, c'est la force. Le système de mise à jour a été revu et offre aujourd'hui une interface claire et transparente et qui indique aussi que les sauvegardes sont nécessaires, puisque aujourd'hui, il n'y a pas une mise à jour sans qu'on se demande en fait si on est certain de faire le bon choix ou pas. Aujourd'hui, toute personne censée fera une sauvegarde avant de faire la mise à jour. Et ça, bon, je passe de commentaires. Mais sachez que les notifications sont personnalisables puisque les emails peuvent être paramétrés. Donc vous pouvez décider en fait de la fréquence et du message en fait à transmettre ou pas. La grande nouveauté de Joomla 4, c'était l'intégration de Bootstrap 5. Alors, Bootstrap 5, c'est un monument, parce que c'est une librairie qui contient énormément de choses. Ce serait trop long, en fait, à donner des détails, mais sachez que si on se base par rapport à l'ancienne version, Bootstrap 5 offre aujourd'hui de nombreuses possibilités, plus étendues au niveau du responsive
puisqu'on a des positions supérieures, plus de choix dans le paramétrage, il y a de nombreuses classes qui vous permettent d'apporter tel ou tel effet ou telle personnalisation. Donc, ce que je vous invite, c'est à voir le guide de Bootstrap que vous pouvez trouver sur Internet. C'est très facile, hein. Vous avez le guide Bootstrap qui vous donne toute une documentation et des exemples que vous pouvez interfacer directement, soit dans des modules ou soit même dans des contenus. Pour vous aider, parce que c'est vrai que des personnes n'ont pas l'habitude de faire du code et d'écrire en fait directement dans les articles des classes, des divs et tout ce qui s'ensuit. Il existe aujourd'hui en fait des solutions comme des éditeurs en fait qui vous permettent d'interfacer en fait Bootstrap 5 pendant la rédaction. C'est-à-dire par exemple ajouter des boutons de couleur, mais aussi utiliser la grille en fait qui vous permet de donner un côté responsive. Je m'explique. Par exemple, si vous voulez aligner une image à gauche et du texte à droite, vous avez en fait la possibilité de définir 2 colonnes et de dire en fait que vous voulez ces 2 colonnes sur les versions desktop, mais que vous voulez en fait une seule colonne sur la version tablette, ou de garder les 2 colonnes sur la version tablette. Vous pouvez définir en fait des choix du nombre de colonnes et de la position dans laquelle vous voulez faire apparaître. Vous avez une grille en fait qui est inclus dans TinyMCE, qui est un petit add-on en fait qui vous permet de définir cette grille, et vous pourrez remplir en définissant tout simplement les colonnes comme un tableau. Mis à part que le tableau est responsive et il est même, je dirais, présenté de façon agréable, puisque les images en fait s'alignent parfaitement, et du côté des rédacteurs, il n'y a pas trop de difficultés où ils voient le positionnement du tableau, et ça permet en fait donc d'agencer le texte conformément aux attentes en fait des personnes. Je dirais que les possibilités peuvent être offertes par les éditeurs, mais vous avez aussi la possibilité de faire des shortcodes. Vous avez une extension qui est assez connue sur le forum qui s'appelle Up. Je crois que l'auteur doit venir aujourd'hui ou demain, je ne sais plus. Mais en tout cas, en fait, ça permet en fait d'inclure des possibilités de mise en page, et même des effets comme des galeries, ou comme vous voyez en fait premier, vous pouvez les inclure directement. À noter que Brian Timan avait soumis dans ses secrets, puisqu'il y a une session qui intitule les secrets de Brian, où il indiquait en fait une possibilité avec TinyMCE d'inclure des modèles. Donc vous avez la possibilité d'inclure des modèles de Bootstrap, notamment en fait par exemple les slides, pour pouvoir les inclure de façon automatique. C'est un côté pratique pour les rédacteurs, puisque en fait ils n'ont plus qu'à insérer tout simplement le modèle choisi. Donc l'insertion est très facile, puisque on les insère en fait directement dans le répertoire HTML du template nommé TinyMCE. Et de toute façon, en fait, vous aurez les liens et les fichiers de téléchargement d'exemples en fait en lien sur le diaporama. Si on va du côté front, on tombe sur le fameux template de Cassiope, qui est un template assez original, puisque c'est quand même un template bien sûr responsive, mais aussi accessible. Accessible dans le sens où il respecte les normes d'accessibilité définies aujourd'hui. Mais il est aussi personnalisable, dans le sens où les développeurs comme Dimitris ont fait de réels efforts pour intégrer la personnalisation, notamment avec un système de template enfant, dont il vous fera découvrir en fait toutes les possibilités durant ces journées.
Et oui, on découvre de nouvelles choses et c'est tant mieux. Là, je vous donne un exemple à droite où j'ai ajouté en fait dans le template enfant le côté, la possibilité de passer du côté sombre, mais on a aussi la possibilité de choisir d'inclure d'autres éléments, notamment changement de couleur ou les menus, puisque le menu en fait est directement en comment dire. En fait, à la différence de l'original, le menu offre la possibilité de faire un affichage de type off canvas. C'est-à-dire qu'au lieu de se mettre, en fait, de se déplacer par rapport au menu, on a bien en fait un menu qui s'ouvre du côté latéral. Donc ça, c'est des aménagements que vous pouvez faire dans le template enfant sans modifier le template original. Et c'est ça qui est intéressant. Je disais l'accessibilité, on a beaucoup de choses en fait dans l'accessibilité qui sont offertes par Joomla 4. On a dans le back-end, on a un profil où on peut choisir les préférences d'accessibilité. Ça, c'est quand même quelque chose d'important puisque le back-end étant accessible, vous avez vos préférences pour ceux qui ont un handicap afin de régler l'interface selon l'utilisateur. C'est quand même quelque chose à noter et même à montrer, puisque vous l'avez directement en fait en haut à droite du back-end. Vous avez aussi, par l'intermédiaire de Brian, qui a apporté en fait un excellent développement, dans le sens où on a un bouton qui permet de vérifier l'accessibilité de votre rédaction, puisque à côté de l'éditeur HTML, pendant l'écriture, vous avez la possibilité de pouvoir checker et de vérifier que votre document est accessible. Mais vous avez aussi la possibilité de retrouver en fait une analyse en front également. Enfin, vous avez un menu d'accessibilité en front où on retrouve en fait les éléments essentiels comme la lecture vocale et tout autre élément d'accessibilité. Je pense que dans la présentation qui va suivre dans cette salle, vous aurez en fait un florilège en fait de tous les éléments qu'on peut retrouver dans l'accessibilité. Quand je vous disais en fait que le front étant accessible, vous avez en fait sur l'écran, à gauche en fait le menu d'accessibilité et à droite en fait la vérification pour vérifier s'il n'y a pas des erreurs dans les modules ou dans le contenu. Par exemple des balises alt manquantes ou d'autres éléments en fait qui seront indiqués visuellement. Concernant la personnalisation des emails, vous avez en fait les textes qui vous sont proposés directement dans l'interface système. C'est-à-dire que vous pouvez modifier le texte aussi bien pour chaque langue, c'est-à-dire que français, selon les langues installées. Il faut savoir en fait que par défaut c'est une version texte. Vous pouvez aller dans les paramètres pour avoir une version HTML avec l'éditeur, pour avoir en fait une mise en page un peu plus arrangeante. Vous avez aussi la possibilité de conserver en fait une version texte et d'ajouter un petit plugin comme celui écrit par Nicolas Dionysopoulos, l'auteur d'Akiba, qui vous permet en fait d'ajouter un en-tête et un bas de page, donc un header et un footer personnalisé. Comme ça, vous avez tous vos emails transactionnels
puisque c'est identification, mot de passe perdu, etc. Vous avez la possibilité en fait de les habiller tout simplement et de changer le texte de façon à que ce soit beaucoup plus adapté par rapport au site. Et bien sûr, rien ne vous empêche en fait de proposer aussi des emails responsives de façon à ce que ça puisse être lu en fait sur les différents supports tels que les smartphones ou les versions desktop de messagerie. Le gestionnaire de médias, on en a beaucoup parlé. En fait, ça peut l'air comme ça, mais c'est quand même une petite révolution, dans le sens où on a des fonctionnalités d'édition. Bon, je sais, c'est assez sommaire, puisque on a la découpe, on a le redimensionnement, on a la rotation, mais c'est quand même un début qui est quand même intéressant. Et je pense que l'éditeur va être amené à être développé, puisque ce sont des plugins en réalité. Et donc, qui dit plugin dit qu'on peut ajouter d'autres plugins pour pouvoir avoir une extension de ces fonctionnalités. Par exemple, d'avoir un effet d'ombrage ou d'autres effets sur les images. Changement de couleur, par exemple. On a aussi des plugins pour l'éditeur qui vous permettent d'étendre votre répertoire d'images. J'entends par étendre, c'est-à-dire de pouvoir se connecter à des clouds ou à des librairies d'images externes. Comme exemple, vous avez l'auteur des Custom Fields qui a créé en fait DP Media comme un exemple en fait de ces outils où vous pouvez en fait faire des recherches sur Pixabay pour pouvoir trouver des images libres et gratuites directement depuis le gestionnaire. Pour cela, en fait, il suffit simplement d'installer le plugin et automatiquement, en fait, avec la clé API, vous pourrez créer des requêtes. Là, j'ai pris un exemple de fleurs jaunes. J'aurais pu faire les vaches en Normandie ou peu importe. Mais c'était en fait pour vous démontrer l'intérêt de pouvoir aménager l'outil de recherche adapté par rapport au site. Il y a aussi des exemples comme par exemple l'accès FTP. Donc si vous avez un serveur d'image accessible en FTP, vous pourrez le connecter directement dans le gestionnaire de médias. Donc c'est entièrement ouvert et les possibilités sont énormes. Les workflows, là aussi ça a été un vaste débat puisque j'ai vu sur le forum, sur Facebook, en fait des échanges sur comment ça fonctionne, c'est pourquoi la notification ne fonctionne pas. Je ne cite personne, mais j'ai bien vu, j'ai bien compris le message. En fait, il y a deux exemples qui sont proposés directement nativement dans les workflows. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a activé, on a accès à ces deux exemples. Ces deux exemples, vous avez le système de blog. En fait, là, j'explique. Ce que j'aime bien, c'est parce que j'explique en fait sur mon écran en fait directement. Donc vous pouvez le lire, mais en fait, tout simplement, vous avez en fait trois choses importantes. Vous avez en fait des étapes, des transitions et les droits d'accès. En fait, c'est les trois choses à retenir dans le système de workflow. Il faut savoir en fait que les notifications peuvent s'activer, mais à condition en fait de respecter tout le cheminement. C'est-à-dire que vous avez par exemple des droits qui sont accordés au rédacteur. Donc si une personne, par exemple dans l'exemple, si une personne, si vous utilisez un compte enregistré, vous ne pourrez pas en fait écrire
rédiger un message, tout simplement parce que en fait, le niveau d'accès pour pouvoir écrire a été élevé au niveau administrateur. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un niveau plus élevé. Ça, c'est une configuration qui est par défaut. Vous pouvez en fait bien sûr le changer. Si vous suivez en fait les étapes progressivement, vous aurez la notification par email au moment voulu et vous aurez aussi les possibilités d'intervenir et de choisir entre accepter ou refuser, etc. C'est-à-dire que vous avez vraiment tout un cheminement où vous pouvez faire des fonctions de dire non, c'est à réviser, oui, je vais ajouter des images, si c'est le graphiste en fait qui doit ajouter des images. Donc vous avez chacun un rôle bien défini et un choix en fait de transmettre ou de rediriger le document. Donc c'est vraiment un véritable flow et je t'assure, Cyril, que les notifications fonctionnent. Oui, désolé. C'était trop tentant. C'est lui. La recherche avancée. Là, c'est une chose aussi intéressante puisque Marc en parlera plus longuement en fait durant sa session. C'est aujourd'hui en fait, on a laissé tomber le moteur de recherche, enfin le système de recherche de Joomla 3, l'ancien, le classique, pour celui de la recherche avancée. La recherche avancée propose d'une indexation. Donc ça demande en fait un petit peu de ressources de la part du serveur, puisque cette étape d'indexation, bon, sur des petits sites, ça ne représente pas grand-chose, mais pour un site de plusieurs centaines de pages, ça commence à être un petit peu lourd. Alors, les solutions alternatives, ce sont des extensions tierces et des solutions en fait, pour externaliser la recherche, comme des serveurs Elasticsearch avec le composant de Joomla Geek, ou la solution d'Algolia, qui est un service SaaS qui est proposé en fait et intégré. Et je crois qu'il propose même gratuitement pour les solutions open source. J'entends que si on travaille sur une solution open source et qu'on a besoin d'un outil de recherche avancé, ils peuvent le proposer gratuitement. D'ailleurs, Joomla en a bien profité puisque Algolia en fait est le moteur de recherche des extensions .joomla.org. Donc vous voyez, vous avez vraiment toutes les possibilités. Mais le moteur de recherche intégré est quand même assez intéressant. Il est compatible aussi avec le... je crois que je l'ai écrit, OpenSearch. Donc pour pouvoir être inscrit sur les navigateurs, c'est-à-dire que dans vos navigateurs, vous pouvez faire des recherches généralement sur le moteur de recherche Google, mais vous pouvez aussi ajouter vos propres moteurs de recherche, ce qui vous permet en fait de faciliter pour l'utilisateur de faire une recherche directement sur votre site et pas dans le moteur de recherche Google. Donc c'est des choix, c'est OpenSearch qui vous propose. Donc vous avez cette compatibilité. Vous avez aussi la mise en valeur au niveau des pages avec, vous avez par exemple au-dessus de la loupe, là vous avez des soulignements, enfin on ne voit pas trop bien, mais normalement vous avez en fait des marqueurs jaunes qui vous indiquent en fait les termes de recherche. Donc ça vous permet en fait de valeur les termes de recherche. C'est une fonctionnalité en fait qui est inclue aujourd'hui dans tous les navigateurs. Et même Google le propose, puisque quand vous tapez une recherche, des fois vous avez des pages de résultats où vous avez en fait les termes de recherche soulignés. Et ça, c'est le même soulignement en fait qu'on l'on retrouve aujourd'hui avec le moteur de recherche avancé. Donc c'est quand même c'est pas grand-chose, mais c'est toujours des plus. Et ça facilite en fait le côté visuel. Les API. Alors, les API, c'est un vaste sujet qui sera débattu tout à l'heure, puisque j'aurai
de vous montrer l'utilité des API et l'ouverture vers des possibilités de connexion à travers des smartphones ou même des possibilités de se connecter à travers des services et même d'autres sites internet. Donc en fait, c'est vrai que c'est difficile de créer une application smartphone. Enfin, c'est difficile. On verra en fait quand on a de nombreuses possibilités aujourd'hui, mais l'intérêt, c'est de pouvoir en fait s'ouvrir au monde, parce que le site internet en lui-même, c'est quand même, on l'enferme un petit peu. L'avantage en fait de l'ouvrir vers l'extérieur, c'est que vous aurez la possibilité, par exemple, de vous lancer dans une gestion multi-site. J'en connais qui connaissent bien les multisites. Et là, en fait, la possibilité en fait, de pouvoir travailler avec les API, c'est de pouvoir générer des petits sites et de pouvoir les gérer depuis l'administration de Joomla, par exemple. Mais tout ça, en fait, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est un peu de la promo, hein, je sais, mais bon. C'est pour vous montrer en fait qu'il y a d'énormes possibilités. Parce qu'à côté, il y a l'accessibilité. Alors, il faut quand même que je répartisse un peu les personnes qui sont ici présentes. Le planificateur de tâches. Voilà quelque chose d'intéressant, puisque en fait, c'était demandé. C'est-à-dire qu'on avait avant en fait, la possibilité de définir des tâches à travers des cron qui sont offerts généralement par les hébergeurs sur les serveurs ou de façon externe, puisque vous avez des services qui vous proposent en fait, de gérer des tâches programmées. Quand on entend tâches programmées, c'est-à-dire qu'une exécution qui se programme à une date et une heure voulue, ou une journée voulue. En fait, vous avez toutes les possibilités. Vous avez même la possibilité de les mettre à n'importe quelle fréquence, tous les 5 minutes, tous les 10 minutes, tous les jours, tous les ans. Donc l'intérêt en fait d'avoir intégré le planificateur de tâches dans Joomla, c'est de pouvoir en fait gérer directement des fonctionnalités que vous n'auriez pas eu en fait sur le plan externe. J'entends bien par exemple des systèmes d'analyse ou des systèmes d'extraction où on est en fait dans la sécurité autour de Joomla, puisqu'on est dans le back-end de Joomla, on est dans l'interface de Joomla, donc on n'est pas en fait sur une exécution externe. Et on a la possibilité de développer pratiquement, de déclencher tout ce que l'on veut. On a une fonction. En fait, les exemples qui sont proposés, il y a 9 exemples. Mais au résultat, en fait, c'est plutôt des exemples d'essais, puisque vous avez une planification pour une tâche qui ne fait rien. Oui, vous me direz, à quoi ça sert de rien faire? Bah, c'est déjà quelque chose. Voilà. C'est juste, en fait, pour vous démontrer, en fait, comment ça fonctionne et comment en fait on interagit avec le système de planificateur de tâches. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez l'exécuter, ça ne va pas vous changer grand-chose sur le site internet, mais au moins vous aurez vu en fait les fonctionnalités et vous pourrez vous lancer après dans possibilités, par exemple de lancer une newsletter, l'envoi de mails à une heure donnée, ou une journée, le mardi à 11 h, par exemple. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir en fait faire des appels de toutes sortes. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez le lien qui vous permet de déclencher, par l'intermédiaire il y a une action qui s'appelle get, où vous pourrez en fait programmer en fait ce lien et exécuter ce lien suivant la fréquence et la journée voulue. Et oui, il y a quand même des choses à dire. Hein. Puisqu'on peut parler aussi de performance. J'ai écrit un article sur joomla.fr où j'ai repris un peu les mêmes graphiques. Ça vous démontre en fait que Joomla a augmenté en termes de vitesse de chargement
de par la réécriture du code qui est qui a été en fait établi de façon à être compatible notamment avec les dernières versions du langage PHP. Donc, si vous utilisez PHP 8.1 et Joomla, vous aurez en fait une version déjà rapide. Et vous pourrez même tester les fameux signaux web essentiels et vous rendre compte en fait de la différence rien qu'en changeant en fait de version de PHP. Et ça, je pense que l'évolution on va être amené en fait à suivre ces signaux web. Et je pense que Yannick en parlera en fait dans SEO, même pas, ou 2 secondes. Voilà. Donc, puisque la performance fait partie quand même du SEO et est aujourd'hui en fait un élément qu'il ne faut pas négliger dans le paramétrage d'un site. En fait, depuis le départ, j'insiste sur le fait qu'on utilise beaucoup de choses natives, puisque en fait le Joomla a quand même pas mal de choses déjà présentes. Ce qu'on fait, c'est un peu de personnalisation, mais on ne va pas en fait installer 10 000 plugins comme un autre CMS, si vous voyez de quoi je parle. Voilà. Donc c'était la petite note. On peut parler aussi de sécurité. Dans Joomla 4, il y a des possibilités qui ont été apportées dès le départ, puisque vous avez le fameux bouton qui vous permet d'authentifier sans mot de passe. Pour cela, en fait, il suffit de créer sa clé. En fait, on peut utiliser soit la clé, soit le téléphone, puisque les téléphones Android disposent aussi d'une possibilité d'authentification. C'est-à-dire que vous pourrez vous connecter sur votre site avec votre téléphone sans avoir besoin de saisir votre mot de passe, uniquement grâce à l'apport toujours de Nicolas Dionysopoulos qui avait apporté ce système d'authentification dans Joomla. Et aujourd'hui, en fait, on est vraiment dans le côté natif. Et si vous avez pas envie d'utiliser votre portable, mais envie d'utiliser par exemple Chrome ou Chromium, vous avez la possibilité d'émuler cette fonctionnalité pour tester, puisque dans les paramètres en fait de Chrome, vous avez la possibilité de faire croire d'une clé, comme si on avait inséré une clé, et donc de pouvoir vous authentifier sans mot de passe. Je vous ai indiqué la procédure en fait à l'écran, puisque c'est tout simplement en fait c'est dans les paramètres d'inspection. Vous avez en fait le web authentification, et il suffit simplement en fait de l'activer et il reconnaît comme quoi une clé a été insérée. Et donc si vous associez cette clé à votre compte utilisateur, dès que vous vous reconnectez avec Chrome, en ayant toujours l'activation de cette clé, vous pourrez vous reconnecter sans mot de passe. La sécurité, on a aussi un plugin qui a été développé sous Joomla 3 et porté maintenant dans le core de Joomla 4, c'est les entêtes HTTP. Cela vous permet en fait de sécuriser l'accès à vos fichiers. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque vous avez en fait une politique de sécurité sur le contenu. C'est ce qu'on appelle la CSP. Vous pouvez la définir en fait à travers ce plugin. Vous pouvez tester vos modifications, notamment en utilisant deux sites. Il y a notamment Security Headers et l'autre c'est webcrawl.dataskydd.net. Voilà. Et ce sont deux systèmes d'analyse qui vous donneront en fait des résultats pour savoir si votre site est sécurisé
de façon à être conforme par rapport à votre politique de sécurité et par rapport aux entêtes, puisque le sujet est assez vaste. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. J'en ai parlé énormément sur le forum quand c'est sorti. N'hésitez pas à nous interroger en fait sur le forum pour rappeler en fait tout le paramétrage. Voilà. Je terminerai en fait avec en disant que le natif, c'est aussi tout ce qu'avait apporté Joomla 3 et qu'on retrouve en fait dans Joomla 4. On a quand même un côté clé en main où on a toutes les possibilités aujourd'hui pour pouvoir créer un site qui fonctionne et qui n'a pas besoin en fait d'extensions supplémentaires. Quand j'entends extension supplémentaire, j'entends bien en fait d'avoir des lourdeurs de chargement, d'avoir des manques d'efficacité ou des intégrations au niveau de l'interface qui ne soient pas en conformité. Et ça, là, Joomla a fait vraiment un effort en conservant l'essentiel de Joomla 3 et en développant en fait toutes ces incroyables fonctionnalités dans Joomla 4. Vous pouvez retrouver une présentation très bien faite sur le site de joomla.org/4, puisque vous avez en fait la présentation visuelle ainsi que la brochure si vous avez besoin en fait d'argumenter comme quoi Joomla 4 est vraiment le meilleur CMS. Bonjour. Voilà. Non, c'est fini. Si vous avez des questions. Oui. Merci déjà pour la présentation, super intéressant. J'ai deux questions. Alors moi, je gère un site municipal dans le cadre de mes fonctions d'élu. Oui. Et parmi les points qui ont attention, là, il y en a un sur l'accessibilité. En France, on a un truc qui s'appelle le RGAA, oui. Référentiel général sur l'accessibilité des administrations. Et je voulais savoir si les fonctionnalités de vérification du site sont conformes avec ce référentiel. Est-ce qu'il y a des informations là-dessus? Oui, donc je répète en fait pour l'enregistrement, c'est non mais c'est en fait l'accessibilité pour savoir en fait par rapport à notamment un site de commune, pour savoir en fait si le référentiel de l'administration est validé en fait pour l'accessibilité. Je dirais que j'ai pas fait tous les tests pour le référentiel d'accessibilité. Oui. WCAG, ouais, V2.1. Oui. Oui, pour résumer, en fait, c'est vrai que normalement la validation du référentiel est toujours validée, mais avec un délai de retard par rapport au WCAG, évolue en fait à un RIMT un peu plus soutenu. Donc oui, pour les rédacteurs, tout à fait, oui. Oui, oui. Et c'est vrai que même l'avantage de l'accessibilité pour les personnes par exemple pour les agents qui auraient à travailler sur le site et qui auraient un handicap, auront des fonctionnalités pour le visuel, pour travailler sur le back-end. C'est quand même des fonctions essentielles qu'on ne retrouve pas dans tous les CMS. Voilà. Je ne sais même pas si c'est pas le premier en fait dedans, mais bon. C'est le premier, je pense. Hein, donc, pour l'administration, c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a le front-end pour les visiteurs du site. Et là, évidemment, c'est pas difficile de casser l'accessibilité. Il suffit d'installer un template pris au hasard. Si le template n'est pas accessible, tout ce qui a été fait en amont, évidemment, peut être facilement cassé. Donc, mais si on part de Cassiopeia, un maximum est fait
Et je vois encore régulièrement sur GitHub des améliorations. Oui, toujours. Il y a des améliorations constantes pour le template, tout à fait, oui. Voilà, du multilingue. Je répète. Relayer, c'est en Oui. cours de résolution. Donc voilà, il y a le côté front-end, mais alors, pour l'administration, le back-end, je ne pense pas qu'il y ait un autre CMS, toute l'administration, donc pour les employés de la mairie ou enfin, voilà, d'une structure, voilà, il y a aussi un maximum de TFL. C'est la possibilité, la possibilité de vérifier au fur et à mesure de l'édition et l'aspect responsive et l'aspect accessibilité, c'est quand même Oui, on a deux choix possibles et au niveau du bouton, c'est vrai qu'il est évident puisqu'il est passé en haut à droite, on ne peut pas le rater. Et je pense que s'il y a une habitude à prendre, c'est celle-là, en fait, de vérifier systématiquement lors de la rédaction que le contenu soit bien écrit de façon accessible. Alors, si on est intéressé par l'accessibilité, ça tombe. Parce que le seul sujet qui a mérité 2 sessions parmi les 22 sur le Joomla, c'est l'accessibilité. Donc c'est pas une erreur de casting, c'est fait exprès parce que l'accessibilité c'est vraiment un critère. Donc ceux qui ont loupé le sujet, alors peut-être que parfois des clients ne demandent pas ça, mais pour des administrations, dans la plupart des pays c'est obligé. Même si ce n'est pas pour des administrations, mais Sophie qui fait la session juste après la pause café dans cette salle-ci pourra en parler. Voilà, c'est aussi une question de société. Voilà. Oui. Il y aura 2 sessions, Sophie de AnySurfer, l'organisme belge, on va dire, officiel pour l'accessibilité, et après ça, Brian Timan, qui prend déjà un café, je pense, Brian Timan qui va montrer exactement tout ce qui est déjà fait pour l'accessibilité. Voilà, oui, c'est vrai que on est en avance en fait sur Joomla par rapport à l'accessibilité. Je pense qu'il faut confirmer cette avance par notamment des évolutions, notamment en fait par exemple sur l'affichage pour les dyslexiques, puisqu'on a des polices de caractère adaptées. C'est des choses qui sont tout à fait en fait concevables et intégrables en fait directement dans le panneau en fait d'accessibilité en front. Oui. Là, on parle en back-end, mais en front, justement, est-ce qu'il y a une personnalisation aussi possible, c'est-à-dire un utilisateur authentifié pourrait demander à avoir un affichage qui corresponde à son besoin? Alors là, le profil a été adapté, c'est vrai que pour le back-end, dans la personnalisation, c'est vrai que ça demanderait à être aussi sur le front pour pouvoir être mis. Je ne sais pas pourquoi, en fait, ils ne l'ont pas proposé d'office. Ce serait une question à poser, c'est vrai. Il y a le plugin qu'on peut activer en front-end qui offre déjà une série d'outils d'accessibilité. Mais celui-là, en fait, le stock, en fait, navigateur, la personnalisation. C'est-à-dire les préférences vont être stockées dans le navigateur, pas dans le stockage du profil. On va en parler plus en détail par après. C'est ça, c'est que la personne authentifiée, par exemple, puisse avoir un profil de chargement depuis site qui corresponde à son besoin. Et en plus, avec toutes les procédures, c'est parce que je pense que il y a de nombreux sites où on n'a pas besoin de s'identifier en fait en front. Donc c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas proposé d'emblée, mais ce serait une évolution en fait logique par rapport à tout ça. Si je peux peut-être ajouter une chose, c'est que de manière générale, si votre site est bien accessible, en fait, les personnes qui ont besoin particulier, qui ont besoin de personnaliser l'interface, vont pouvoir le personnaliser. Votre site va résister à ça, par exemple changer les couleurs, changer la police, et votre site va toujours être lisible et compréhensible et structuré. Et donc, si les gens ont vraiment besoin de personnalisation, souvent ils ont des outils en fait à eux sur leur PC, parce qu'ils ne vont pas faire ça que sur votre site, ils vont faire ça sur tous les sites. Oui. Et donc, en ayant une bonne base, un bon template. Oui, ils n'utilisent pas les mêmes navigateurs que nous, et ils peuvent avoir une lecture, par exemple vocale, intégrée directement, et ils n'ont pas besoin en fait d'avoir la lecture vocale intégrée dans le site. Donc avoir un template déjà par exemple bien accessible, ça va, je vais en parler un peu tout à l'heure, mais ça va faire en sorte que votre
puisse en fait résister à divers traitements de personnalisation par différents utilisateurs. Donc, ça va surtout être ça. Et après, bon, s'il y a des options dans Joomla qui permettent à l'utilisateur de personnaliser, ça peut être un bonus, mais ça va être plus sur la base qu'il va falloir travailler. Oui, de toute façon, on aura l'occasion de le faire. Ok. D'autres questions? Oui. Je ne veux pas mobiliser, hein, je suis désolé. Il y a un autre point qui a retenu mon attention, qui est le WebAuthn. Le WebAuthn. Est-ce que c'est un... Alors, je suis assez novice sur cette affaire-là, mais est-ce que ça peut permettre de brancher son site sur un SSO plus facilement? Question d'authentification sur des sources d'authentification externe, quand on propose plusieurs services, ça peut être intéressant quand on veut que les utilisateurs s'authentifient qu'une seule fois. Est-ce que c'est... En fait, ce protocole a été intégré dans les navigateurs comme Firefox, Chrome, etc. pour pouvoir détecter la présence d'une clé ou d'un système d'authentification donc externe. On vient avec sa clé, on l'insère dans l'empreinte digitale, sur les ordinateurs. Voilà, le Touch ID d'Apple ou toutes sortes de possibilités de reconnaissance et qui permettent en fait de valider le profil. Par rapport au SSO, puisque c'était la question, en fait, il faut étendre le profil interne. Mais on peut jouer sur l'authentification et de mettre un serveur LDAP ou de mettre d'autres moyens en fait associés pour être reconnu. On pourrait transformer le site Joomla dans un noyau autour de l'authentification. Donc c'est quand même une chose à développer et intéressante. Donc, Parce que dans les administrations, c'est que c'est souvent, Joomla est souvent intégré dans un environnement qui a déjà des dates, des synchronisations, des portails, Oui. des choses comme ça. là, en fait, c'est plutôt une porte d'entrée, on va dire.